Bouzoir-sur-Loire, à quelques kilomètres d'Orléans. Dans ce village tranquille, de drôles animaux de compagnie ont élu domicile. Des chiens de garde d'un nouveau genre, des fauves. Comme Raja, le tigre blanc, qui joue les divas. Jade, la petite dernière, âgée de quelques mois seulement. Doucement, les petites papates, les petites papates. Julie, Elsa, la seule lionne de la famille, mais aussi Tara, Shanga, Shana et Oman. Allez bébé. Et ce particulier qui a choisi des fauves pour lui tenir compagnie, c'est lui, Rémi. Allez, pas doucement. Non, non, non. Ce matin, il promène le plus naturellement du monde sa petite tigresse, Jade, 80 kilos. Tu cours pas. Non. Laisse mes pieds. Non. Non, 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 pas dans la terre, pas dans la terre. Allez voir ensemble, on en oublierait presque que Rémi promène l'un des fauves les plus dangereux du monde. Jade a beau être un bébé, un seul coup de patte et cette promenade virerait au drame. Chut. Non, 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 non. Doucement. Doucement, Loulou. Et voilà. Non, 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 non. Parce que ça a déjà une force incroyable, la Saja. Hein. D'ici peu, je pourrais plus le faire. Mais le but, c'est qu'elle arrête de le faire. Parce que c'est des animaux qui grossissent à peu près de 10 kilos par mois. Hein. Donc, vous imaginez un peu la puissance, quoi. Là, elle tire parce qu'elle apprend à être baladée en laisse. Donc, c'est pour ça. Mais arrivé dans peu de temps, elle va plus tirer. Parce qu'elle aura compris qu'il faut pas tirer, quoi. La petite tigresse cherche constamment à jouer avec Rémi. Non, pas sur moi, hein. Vas-y. Si Jade cherche à s'amuser avec lui, c'est parce qu'elle le considère comme sa propre mère. Ces animaux-là, quand ils sont élevés par la mère, ils jouent comme ça avec la mère. Et la mère, quand on en a marre, elle leur donne un grand coup de patte, elle les rejette. C'est très violent. C'est plus violent que mon petit coup de baguette sur la tête pour la calmer. Hein. Jade confond Rémi avec sa mère car il a été le premier être vivant qu'elle a rencontré à sa naissance. En effet, Rémi assiste à tous les accouchements de ces animaux pour créer un lien indéfectible avec ces tigrons. Comme sur ces images exceptionnelles. On y voit Tara, après 3 mois de gestation, donner vie à 5 petits tigres. Ces bébés ont tous évolué dans les parcs de Rémi. Tara a accepté la présence de Rémi pendant ce moment si particulier, car il a su nouer une relation unique avec elle. Aujourd'hui encore, il lui rend visite chaque jour. Tu viens, Tara? Allez. Bonjour ma belle, comment tu vas là? Hein? Voilà, voilà. Rémi a beau câliner ses tigres, il est toujours sur le qui-vive. Allez, voilà. C'est bien. Oh, oui, oh, oui. Oh. Eh bien, il faut toujours regarder ce qu'ils font, leur réaction, surtout celle qui est derrière, qui n'arrête pas de bouger, hein, pour justement éviter l'accident, quoi. Hein. Une bousculade, l'accident, il est vite arrivé. Hein. Il suffit que moi je tombe, les tigres sont en train de jouer, je tombe, ils veulent jouer avec moi aussi. Hein. C'est le chat et la souris. C'est des gros chats, mais moi je suis une grosse souris aussi, mais quand même. Hein. Une grosse souris qui pourtant n'hésite pas à bluffer pour dominer des fauves qui, à n'importe quel moment, pourraient la croquer. Allez. Non! Avec ces animaux, il faut leur faire croire en permanence qu'on est les plus forts. Donc c'est un bluff permanent. Hein. C'est-à-dire qu'on leur fait croire qu'on est les plus forts simplement par la voix, par le fait d'être debout devant eux, hein, plus grand. Donc ça, c'est très, très, très important. Hein. Il faut avoir de l'autorité, forcément, hein, sinon on se fait manger, hein, c'est sûr. Hein. Ah, ma belle. Au jeu du tigre et de la souris, cela fait 20 ans que Rémi gagne. Une passion dévorante,
Alors moi, cette passion, c'est venu dans les années 76, la rencontre avec un dresseur qui avait des panthères. Donc on est devenus amis, j'ai côtoyé ces animaux. Et puis voilà, je me suis dit qu'un jour, j'aimerais bien m'occuper d'animaux comme ça. Et puis voilà, un jour j'ai franchi le pas, j'ai fait des stages dans des parcs animaliers, dans des cirques, j'ai passé un certificat de capacité, parce que c'est obligatoire hein, pour détenir ces animaux. Et puis après, j'ai été reçu et je m'en suis procuré. Mais avoir des fauves comme compagnons de jeu demande quelques sacrifices au quotidien. Tous les jours, il faut s'en occuper, qu'on soit malade ou pas, même s'il fait très froid, qu'il gèle, il faut s'en occuper. Hein. Le matin, il faut les sortir, nettoyer les fauveries, le soir, les nourrir. Il y a déjà 2 heures par jour de corvée, quoi, si on peut dire. Hein. C'est pas des chiens ni des chats, on ne peut pas les confier aux voisins ou à la famille quand on part en vacances. Quoi, hein. Même si Rémi consacre sa vie à ses fauves, il sait qu'il ne pourra jamais les domestiquer. Ils resteront toujours des animaux sauvages. Je leur apporte beaucoup d'amour parce que ça me passionne, quoi. Puis j'adore ces bêtes, quoi. Alors ce qui est un peu triste, c'est que je leur apporte beaucoup d'amour, mais peut-être qu'un jour, ils vont m'attaquer et ils vont vouloir me tuer, quoi. Donc ça, c'est frustrant, mais c'est comme ça, hein, c'est des fauves. Bon, je les ai habitués à pas sortir les griffes quand ils donnent des coups de patte, mais bon, de temps en temps, ça sort quand même involontairement, quoi. C'est... Oh oui, ma belle. Oh oui, non, non, non. Depuis 20 ans qu'il les côtoie, Rémi sait déceler le moindre petit bobo. Comme par exemple avec Shana. Cette tigresse en gestation souffre de problèmes de peau. Le souci, c'est que les hormones ont mis la future mère de mauvaise humeur. Impossible de la manipuler. Là, je vais donc envoyer sur la plaie de Shana de la bétadine. Parce que comme je ne peux pas l'approcher, lui mettre comme ça à la main, donc je sais qu'un pulvérisateur. Viens voir là. Mais même à distance, la tigresse montre les dents. Chut, attends. Pose-toi. Non, ouais, doucement, voilà. Doucement, bébé. Bien. Un simple grillage sépare Rémi de sa tigresse. Attends. Ah non, c'est pas facile à mettre, hein. Un moment d'inattention et c'est le coup de griffe assuré. Alors Rémi tente de faire diversion en agitant sa main. Voilà, c'est bien. Tu viens ? Autre ruse de Rémi pour soigner ses fauves, glisser des antibiotiques dans leur repas. Mais parfois, les tigres ont tendance à vouloir confondre le repas avec celui qui les sert. Tiens, doucement bébé, doucement. Voilà. Ça va. Quand ils ont de la viande, là, faut pas les déranger. Hein. C'est ma viande, c'est à moi, on ne touche pas. Rémi s'occupe à plein temps de ses tigres, mais il est conscient que ces animaux appartiennent à une espèce en voie d'extinction. Cette année, il va s'engager dans un grand projet de protection des tigres à travers le monde. Car aujourd'hui, il reste environ 3000 tigres en liberté. Si Rémi s'occupe lui-même de ses fauves, dans la plupart des cas, ce sont les vétérinaires qui soignent les animaux. Chaque année en France, plus de 15 000 vétérinaires s'occupent d'animaux en difficulté. Tu baves comme ça. Nos amis les bêtes, qu'elles soient sauvages ou domestiques, sont la passion des Français. On l'emmène partout, on l'emmène à l'hôtel, on l'emmène au restaurant. C'est notre bébé. C'est un membre de la famille, un animal. Dans certains cas, ils ont même décidé d'en faire leur métier, en tant que vétérinaires. Pour vraiment avoir une grosse activité en chirurgie et avoir une renommée internationale, il faut vraiment beaucoup travailler, tu sais. Beaucoup travailler. Soigneurs. La langue, Benny, la langue. Oui, là, c'est bien ça. Voilà, tout va bien. Ou encore dresseurs. Viens.
Ouais, c'est bien, Doudou. C'est bien, mon bébé. Oui, doucement avec tes papas, fais attention à moi. En France, une centaine de zoos proposent aux visiteurs d'admirer les espèces les plus originales. Comment ces personnes s'y prennent-elles pour soigner les animaux les plus dangereux? À quoi ressemble leur quotidien? Immersion au cœur du monde animal. Nous sommes en région parisienne, au centre hospitalier vétérinaire des Cordeliers. C'est pour Charlotte, on veut savoir où ça en était. Alors, votre nom? Un type d'établissement plutôt rare en France. Ici, les animaux sont soignés comme des êtres humains, avec un arsenal thérapeutique de pointe. Imagerie médicale, Et un bel hématome dans la vessie. scanner, radiologie, Ça évoque pas du tout une dilatation-torsion. bloc chirurgical. Ok, parfait. Chaque jour, une dizaine de vétérinaires se relaient pour sauver les animaux en danger. Urgence vétérinaire, bonsoir. Il est 20h, à l'heure où les vétérinaires traitants sont fermés, l'équipe de nuit se met en place. Dans la salle de soins, Jazz, un jeune chat, vient de se faire rouler dessus. Kelly, sa propriétaire, est bouleversée. C'est un chat qui n'a pas l'habitude de sortir, donc il s'est enfui malheureusement de la maison, donc il s'est retrouvé avec la porte ouverte. Donc il en a profité pour s'enfuir et au fait il s'est mis au chaud dans mon moteur, sauf que moi j'ai roulé et je l'ai entendu que plus tard, donc quelques mètres plus loin, et là j'ai compris qu'il y avait un souci. Le chat a été retrouvé coincé entre la barre de direction de la voiture et les disques de frein. C'est Manureva, une jeune interne, qui va lui prodiguer les premiers soins. Elle veut voir si ses fonctions motrices ont été atteintes. Donc là, je fais l'examen neurologique. Je voudrais le voir un petit coup marcher. Juste le reposer un petit instant. Et visiblement, il y a un problème. Donc là, il est ataxique. Hein. Ici, c'est une incoordination motrice. Et donc, ça se traduit par un animal qui marche un petit peu en titubant. Ok, c'est bon. Ouais. Deuxième étape, vérifier que le chat ait encore des sensations dans les pattes. Là, je vais vérifier la nociception, donc la sensation de la douleur. Pas de problème. Il faut maintenant s'assurer que l'accident n'a pas causé de dégâts neurologiques. Après anesthésie générale, le chat passe donc un scanner, tel un patient de CHU. Et c'est Stéphane, un vétérinaire confirmé, qui analyse les résultats. Il n'y a pas d'anomalie. Il n'y a pas d'anomalie, il n'y a pas de fracture, il n'y a pas d'anomalie d'axe au niveau de la colonne vertébrale. On voit la moelle épinière d'un bout à l'autre qui est intacte. Donc ça veut dire que ce qu'a le chat sont probablement des contusions périphériques. Pas de dégâts osseux, il n'y a pas de dégâts de la moelle épinière. Donc normalement, dans 3 jours, écho. Tout va bien. Stéphane va rassurer la propriétaire sur la santé de son chat. Vous venez avec moi? Ce qui vous est arrivé, c'est classique. Et là, c'est pas du tout quelque chose de rare. Ouais, c'est ce qu'on a. Les gens m'ont beaucoup rassuré en me disant ça, mais bon, ça me rassure pas spécialement beaucoup. Ces traumatismes sont des choses qui sont toujours des choses embêtantes. Mais compte tenu de l'évolution, compte tenu de la rapidité d'amélioration, on est normalement dans une situation plutôt confortable. Il s'en sort quand même relativement bien et on va gérer le reste logiquement à la maison. D'accord. Mais il va falloir que vous le surveillez pendant au moins 1 semaine. Si vous avez l'impression que son état se détériore à nouveau, vous ne vous posez aucune question, vous nous téléphonez, vous nous le ramenez. Je vous laisse passer à la fin, je vous y rejoins dans 5 minutes. À tout de suite. Kelly, qui redoutait le pire, ne s'est toujours pas remise de ses émotions. Le chat, comme pour moi, on va être un peu traumatisé avant de reprendre la voiture et lui de redescendre, de s'échapper. On est quand même rassurés de pouvoir le récupérer parmi nous, de pouvoir qu'il rentre un petit peu avec nous. C'est le moment de retrouver son chat. Kelly se sent responsable de l'accident. Elle n'ose même pas manipuler son animal. Je n'ose pas trop le toucher. J'ai pas envie de lui faire mal. J'ai déjà fait assez de mal. Pour les soins, les examens et l'hospitalisation, Kelly a déboursé 800 €. Une somme conséquente qui s'explique par l'engagement sans faille des vétérinaires et de ceux qui les assistent.
Dans ce service d'urgence, certains cas mobilisent toute l'attention du personnel soignant. Il est 14 h, un jeune couple transporte sa chienne dans son coffre. L'animal est en grande difficulté. Chercher un brancard pour mettre l'animal qui ne peut pas du tout marcher là. C'est le vétérinaire traitant de cette chienne qui l'a envoyée à la clinique. Il suspecte une torsion d'estomac, une infection extrêmement grave qui peut mettre la vie de l'animal en danger. Âgé de 11 ans, de grande taille, Daisy a le profil des chiens à risque. Le plus souvent, tout commence à cause d'un repas copieux suivi d'un exercice physique trop intense. Est-ce qu'il est en état de choc? Il faut qu'on le perfuse le plus rapidement possible. On est dans une première phase où on va déjà faire un bilan des lésions, comprendre ce qui se passe exactement, vérifier que ce soit bien une torsion d'estomac, vérifier qu'il n'y ait pas d'autres problèmes. C'est l'urgence absolue qui demande une partie de réanimation assez importante. La deuxième phase, ça va être d'intervenir chirurgicalement pour remettre l'estomac dans une position normale. Daisy est entre la vie et la mort. Dans la salle d'attente, Mélanie et Fabrice, ses propriétaires, sont sous le choc. J'ai du mal à réaliser parce que hier après-midi, elle était bien, elle jouait avec les enfants au ballon dehors, vraiment bien. Et puis là, j'ai du mal à réaliser que d'un seul coup, elle va mal, là, elle est sous perfusion. Elle est un peu perdue. Ce matin, elle avait son ventre qui avait doublé de volume, voire même triplé. Donc là, on l'a emmené chez le vétérinaire qui nous ont dit d'après de venir ici. Voilà, surtout qu'on y tient. Ça fait 10 ans qu'on l'a eu à la SPA en plus. Donc, voilà, il y a une histoire derrière et qui fait qu'on est vraiment attaché à elle. Donc, puis là, c'est un peu triste. Dans l'attente de résultats, le couple devra faire preuve de patience. En salle de soins, les médecins effectuent une radio de l'abdomen pour s'assurer du diagnostic. Et le résultat est sans appel. Il y a une torsion d'estomac. En fait, l'estomac est vraiment en surpression. C'est un ballon gigantesque. On n'imagine pas la douleur que peuvent ressentir les chiens qui ont ça. C'est intolérable. Donc c'est pour ça que l'urgence, c'est de venir dégonfler l'estomac. Alors autour de Daisy, les vétérinaires s'activent. La chienne est intubée. On va la laisser sternale pour l'instant, je vois si je passe. Sinon, on va la verticaliser. Son estomac est vidé. La chienne semble reprendre du poil de la bête. Le fait de la tourner, ça va faciliter les choses. Je vous laisse la basculer d'un sens, je peux la basculer dans l'autre, de manière à essayer de la vidanger maximum. Donc là, le tuyau est passé, c'est-à-dire que l'estomac est en train de se dégonfler. Donc un, ça la soulage considérablement, et deux, ça permet à nouveau à ce qu'il y ait une vascularisation correcte au niveau des organes abdominaux. Désormais, Daisy peut être opérée, mais l'intervention comporte des risques. Les vétérinaires vont faire venir la famille afin de décider du sort de Daisy. À eux de savoir si oui ou non, Daisy doit être opérée. On a décidé de lui faire subir l'opération. Donc voilà, logiquement, dans les meilleurs des cas, on devrait pouvoir la récupérer demain. Mais c'est vrai que là, elle n'est pas... c'est un peu... D'avoir comme ça fait un peu mal au cœur. L'opération va débuter dans quelques minutes. Stéphane va rester en contact permanent avec les propriétaires. Je vous tiens au courant, on fait vraiment ça, ça pose pas de soucis. D'accord? Donc là, du coup, on peut vous libérer, et je vous dis, on gère le reste par téléphone. D'accord? Bon courage. Merci. Au revoir. Il est 17 h, au bloc chirurgical, Daisy est prête. Une intervention très délicate, d'autant que les vétérinaires sont loin de se douter de ce qu'ils vont découvrir. À l'accueil de la clinique, un nouveau patient, Minus, se présente. Allez-y, entrez, installez-vous. Depuis le début de la matinée, ce chien d'1 an a un comportement étrange. Il tremble et perd l'équilibre. Sa maîtresse Nadia est inquiète. Donc ça fait depuis quand qu'il y a des problèmes au niveau du train arrière là? Non, ouais, ce matin il a gambadé et tout, il était nickel. Hein. Il n'a pas eu de vomissement ni de diarrhée? Si, il a voulu vomir, il n'a pas réussi. D'accord. Diarrhée non, il n'a rien eu. Il a un petit peu, des fois un coup de... Il va avoir, quand on va lui faire un petit truc, il va sursauter. Le dossier médical du chien montre qu'il est atteint d'une chinte hépatique, c'est-à-dire un vaisseau anormal au niveau du foie. Après examen, cela ne fait pas de doute pour Manureva, le chien fait bien une crise due à sa maladie.
Il semble un peu faible. Quand il se déplace, on voit qu'il croise les pattes. Donc ça, il y a des troubles de l'équilibre. Il est à 36,1 en température, donc c'est quand même bas. Ouais, en même temps, voilà, il est complètement en hypo, hein, donc il a une température qui est très basse. J'ai également une fréquence cardiaque qui est très basse quand même, il est à 60 battements par minute. C'est très bas pour un petit chien comme ça, hein. On devrait l'avoir plutôt aux alentours de 110-120, donc il est quasiment la moitié. Et puis donc, moi, toutes ces anomalies peuvent tout à fait coïncider avec son shunt hépatique. Okay. Pour la vétérinaire, l'hospitalisation est nécessaire et urgente, mais celle-ci a un coût. Donc là, moi, je vous ai fait un devis donc, qui inclut la consultation, l'hospitalisation donc pour cette nuit, avec toutes les analyses que je vais lancer. On va être à 423 €. Nadia accuse le coup. Elle ne s'attendait pas à une telle somme. Voilà. Donc là, il y a un bilan complet hein, au niveau des analyses. 425 €. Voilà. Alors Manureva justifie son devis. Ben, la consultation est à 84 €, la consultation d'urgence. L'hospitalisation, il y en a pour plus de 150 € d'hospitalisation aussi. Face aux réticences de Nadia, Manureva tente de réduire la facture. Si vous me dites qu'il faut essayer de limiter un petit peu les frais, je peux essayer de sélectionner parmi ces analyses celles que je juge dans un premier temps les plus pertinentes. Bah ouais, au moins voir, moi je dis la prise de sang. Vous voulez que je me restreigne pour l'instant au paramètre hépatique? Voilà, au moins la prise de sang et puis faire la, comment ça s'appelle, la perf. La perfusion, voilà. Oui, ça c'était compris. Oui. Voilà, la perfusion et la prise de sang. Mais la proposition de la vétérinaire ne va toujours pas suffire. Donc, si je me restreins au vraiment problème hépatique, on va être à 358 €. Bah oui. C'est quoi qui a été enlevé? Manureva propose alors une autre solution, ne pas hospitaliser le chien, mais elle prévient Nadia des risques encourus. Si vous le gardez, il faudra me signer une décharge si vous ne souhaitez pas que je l'hospitalise. Parce que pour moi, il y a une vraie indication quand même de le garder hospitalisé cette nuit. Face à l'état très grave de son chien, Nadia finit par céder. Elle préfère se sacrifier que de voir son animal souffrir. On va le laisser. T'as pas envie de rester. Pour Nadia, cette facture est une surprise, mais c'est le prix d'une consultation d'urgence en pleine nuit. En cabinet de ville, sans hospitalisation, elle aurait payé entre 50 et 100 €. Allez, venez avec moi, bonhomme. Oh, petite gueule. Bah, nous, on a ce qu'il faut. Après, si vous pensez qu'il sera rassuré avec celle-ci... Si, il sera rassuré. Merci. Allez. Au final, l'état de Minus se stabilisera pendant la nuit. Il retrouvera sa propriétaire le lendemain. Grâce à Nadia, Minus a pu survivre. Retour avec Daisy, la chienne qui souffre de torsion d'estomac. Elle est sur la table d'opération et c'est Stéphane, assisté de Manureva, qui est à la manœuvre. Allez. Après quelques minutes d'intervention, vas-y, prends le bistouri électrique pour faire l'ouverture et la ponction de la paroi abdominale. Le chirurgien atteint l'estomac pour une mauvaise surprise. Ok. On a une nécrose complète de l'estomac. Il est en train de se rompre, la circulation sanguine s'est arrêtée pendant trop longtemps au niveau de l'estomac et toute la paroi est détruite. Sans estomac, on ne peut pas vivre. Je ne peux pas laisser un estomac non viable. C'est juste pas possible. On va proposer une euthanasie. Il faut que j'ai l'avis des gens, de toute manière, avant de décider quoi que ce soit. Tu fais une suture de la sangle abdominale comme tu l'aurais fait normalement. J'appelle les propriétaires pour avoir leur avis. Ok ? Avec un estomac nécrosé, Daisy ne peut pas vivre. Stéphane appelle les propriétaires pour leur annoncer la mauvaise nouvelle. Madame. Oui, docteur Lieberman à l'appareil. Je vous appelle pour Daisy. On a ouvert l'abdomen pour aller voir de visu l'état de l'estomac. 70% de son estomac est nécrosé pour des raisons vasculaires. Alors, on est vraiment dans une situation où il faut, à mon sens, envisager de ne pas la réveiller et pas aller plus loin dans la démarche. Je voulais pas qu'on la condamne sans avoir des certitudes, en fait. C'était ça l'idée. Malgré leur tristesse, les propriétaires décident de suivre l'avis de Stéphane.
Je vous souhaite bon courage, je préviens mes collègues pour demain. Essayez de voir effectivement avec votre mari, savoir si vous souhaitez récupérer son corps ou si vous souhaitez qu'on se charge de la faire incinérer. On vous dira exactement ce qu'il en a. Bon courage. Au revoir. Daisy sera donc euthanasiée dans la soirée. Pour Stéphane, ces moments sont toujours particuliers. C'est toujours quelque chose de très difficile. C'est pas facile pour nous, même si on y est exposé régulièrement. C'est quelque chose de compliqué pour les propriétaires aussi. Notre travail, c'est de faire en sorte d'avoir été sûr qu'il n'y avait pas d'autres possibilités. Autrement dit, qu'on n'avait pas qu'on n'était pas passé à côté d'une possibilité de trouver une solution pour sauver le chien. Le lendemain matin, Fabrice et Mélanie reviennent au centre hospitalier pour un dernier adieu à Daisy. Une scène que Mélanie était loin d'imaginer hier. Hier, en repartant, on pensait que ça ramènerait aujourd'hui, donc on a décidé de la faire incinérer et puis de ne pas récupérer le sang. On a pris un installez-vous. Là, ce qui va se passer, moi, c'est que je vais aller la chercher, d'accord, pour que vous passiez un moment avec elle. Chez les chiens qui souffrent de torsion d'estomac, le taux de mortalité est malheureusement entre 20 et 40%. Opérer des chiens, c'est le quotidien de la plupart des vétérinaires, mais pour certains, le patient est d'un tout autre calibre. Marolles-en-Brie, dans le Val-de-Marne, à quelques kilomètres seulement de la capitale. Ici, dans cet hippodrome, on n'entraîne pas seulement des chevaux de course. Au détour d'un bois, à quelques encablures de ce château datant du XVIIe siècle, c'est un drôle de manège qui se joue. Dans cette clinique, on soigne des chevaux tout au long de l'année. Une dizaine de vétérinaires, 25 box pour les pensionnaires. Il va se reposer, il va récupérer. Les chevaux viennent de tout le pays et même de l'étranger. Car cette clinique équine est la plus grande d'Europe. Ici, les blocs opératoires n'ont rien à envier aux hôpitaux et les conditions d'hygiène sont particulièrement strictes. Le docteur Rossignol est vétérinaire depuis 20 ans et chaque matin, c'est le même rituel. On se savonne les mains, d'abord avec un savon neutre, puis ensuite avec un produit antiseptique. Et le but est évidemment d'être stérile. Ce matin, le planning est chargé pour le docteur Rossignol. Il est 8 h, le premier patient à entrer au bloc, c'est ce jeune poulain de 2 ans à peine. Son problème, des excroissances osseuses qui l'empêchent de cavaler à sa guise. S'il ne se fait pas opérer, il ne pourra pas participer à des concours. Une perte financière pour son propriétaire. C'est des chevaux de course et du coup, ils ont des baisses de performance à cause de ces fragments. Donc voilà, donc on les retire et il a un assez bon pronostic. Même si l'opération est courante, elle n'en est pas moins sans risque, car opérer un animal de la taille d'un cheval demande de lourds moyens. Première étape, l'anesthésie. C'est la vétérinaire Maëlle Farfan qui va s'en charger. Là, ce que je prépare, c'est justement l'induction. Donc c'est de la kétamine et du Valium. C'est ce qui nous permet de faire coucher le cheval et vraiment de l'endormir, de l'induire, ce qu'on appelle. Le dosage doit être le plus précis possible. S'il n'est pas assez puissant, le cheval risque de se réveiller en pleine opération. Et une dose excessive pourrait se révéler fatale. Une fois endormi, le jeune poulain est directement transféré au bloc. Quelqu'un peut m'appuyer sur le thorax? Merci. Attaché par de lourdes chaînes, l'animal est suspendu par ses 4 membres. Un dispositif exceptionnel, seul moyen de déplacer ce poulain de plus de 300 kg jusqu'à la table d'opération. Les médecins s'apprêtent à extraire cette excroissance de la jambe du cheval. Des petits bouts ici, tu vois. Donc on estime un peu la taille, tu vois, il fait
pas si grand que ça en fait sur ce côté-là, il fait 1 cm, donc on va pouvoir commencer par lui et puis on va voir. Hein. Après quelques minutes de manipulation, le docteur Rossignol arrive à ses fins. Je vais essayer comme ça. Bon là je pourrais pas l'avoir mieux, donc soit il sort. Allez, ça passe. Bingo. Allez. C'est bon, hein, c'est une bonne taille. Le morceau d'os est retiré avec succès. Dernier point de suture, et le jeune poulain est transféré en salle de réveil. Un réveil qui va s'avérer difficile. En effet, le cheval est totalement abasourdi. Mais pour Johan, l'un des médecins, c'est un comportement classique. Là, le cheval s'est très bien levé. Vous voyez, il est stable sur les 4 membres, il ne tremble pas. On va attendre quelques minutes pour qu'il récupère bien de son anesthésie et on va pouvoir le remettre au box. Si ces médecins sont aux petits soins pour le poulain, c'est que son propriétaire a dépensé entre 1 500 et 2 500 € pour cette intervention. La pression est donc constante sur ces vétérinaires qui ne s'arrêtent jamais. Gamin, bouge pas là. Ce pur sang qui fait la fierté de son propriétaire est victime d'une paralysie de la moitié de son larynx. Une affection qui l'empêche de respirer correctement. L'animal pourrait s'étouffer à tout moment. Pour le sauver, les vétérinaires vont pratiquer une opération très délicate, lui enlever une partie de ses cordes vocales. La précision est primordiale. Oui, c'est une chirurgie technique, extrêmement technique. Compliquée. C'est comme aller sur la Lune, hein. Si vous savez le faire, c'est pas compliqué. Le pur sang va maintenant être anesthésié pour la suite de l'opération. Il est allongé dans un bloc chirurgical, l'atmosphère est tendue, l'opération risquée. Le cheval pourrait y laisser la vie. Ok. Est-ce que je peux y aller ? Au bout d'1 heure d'intervention, le chirurgien va procéder à l'étape la plus subtile de l'opération. Tiens, tu prends ça. La pose d'une prothèse. Donc en gros, je vais remplacer son muscle par une prothèse. C'est un muscle qui l'empêche de respirer en plein effort. C'est pour ça que c'est une chirurgie qui est beaucoup utilisée chez les chevaux de course. Finalement, la prothèse est posée sans problème. Dans quelques semaines, le cheval pourra à nouveau fouler les champs de course. Allez, c'est bien. Bravo. Pour 3 000 €, ce pur sang a retrouvé un second souffle. Mais pour les vétérinaires, pas le temps de respirer. Il est 18 h, à peine le temps de s'accorder une pause déjeuner. C'est une petite part du 6 h, le goûter du 6 h. Avalé en 2 secondes, top chrono. On mange quand on peut, on dort quand on peut. Et déjà, il faut repartir en intervention. Cette fois-ci, le patient ne s'attend pas vraiment à ce qui va lui arriver. Ce fougueux étalon va perdre une grande partie de sa virilité. Alors là, c'est la dernière chirurgie de la journée, c'est une castration. Ubu est un jeune cheval de race espagnole. Ses propriétaires ont décidé de le castrer pour calmer ses ardeurs. Première étape, l'endormir. Là, il va tomber comme un pro. Comme quoi? Comme un pro. Comme un pro, tu penses? Mais le cheval va se montrer réticent. Peut-être a-t-il senti ce qu'il attendait. Wow. Quand j'ai dit qu'il allait lutter, oh là 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 là. C'est moi qui ai gagné là. C'est pas très pro là. Marcel, tu pro des pâtes à poudre. Oh oui, t'es fâché. Tu voulais pas. J'ai raté mon couchage. Cette opération peut paraître impressionnante, pourtant elle est assez simple à réaliser. Les masculateurs. C'est la pince qu'on va utiliser pour couper les testicules. Sacré engin. Alors le chirurgien va proposer à sa jeune interne de mener l'intervention elle-même. Voilà, tu fais comme ça une fois que c'est bien. Ça par exemple, ces tissus-là, il faut les remettre dedans. Jusqu'à ce que tu aies une sensation très souple, tu vois. Sur la table, l'étalon devient eunuque. Les vétérinaires viennent de le castrer. Voilà, ça c'est très bien. Ok, voilà, tu fais ça et tu sors. Voilà, et tu mets une tension là-dessus et tu presses. Voilà, et tu presses. Tu tires pas, tu presses. Voilà, super. Il est 20 h, le cheval est transporté en salle de réveil. C'est fini pour lui. Ouais, il pourra plus se reproduire. Malheureusement fini. Tous les sens du terme. Une bonne journée là. Je suis HS. Posséder un cheval est donc un véritable investissement pour les propriétaires.
Mais un business lucratif pour les cliniques équines. Dans cet établissement, chaque hiver, 1500 chevaux sont opérés. Si plus de 60 000 Français possèdent aujourd'hui un cheval, certains ont décidé de s'offrir un animal de compagnie beaucoup plus original. Bougy-les-Neuville, à une vingtaine de kilomètres d'Orléans. Dans cet ancien corps de ferme situé en pleine campagne, 150 animaux cohabitent. Chevaux, chèvres, chameaux, rapaces. Ici, c'est le fief de Frédéric, un passionné du monde animal. Allez, on y va. Allez les loulous, venez, 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 venez. Mais dans cette ménagerie, Frédéric a son petit chouchou. Au fond du domaine, bien à l'écart des autres animaux, un grillage électrifié. C'est le domaine de Valentin, l'ours de Frédéric. Valentin, il faut se lever, loulou. Tu viens me voir? Bonjour, mon garçon. Oh, bah tu dormais pas trop fort. Si Valentin vous est familier, c'est que cet ours hors du commun est une vraie star habituée au plateau de cinéma. Comme dans Les Kairas, ce film français sorti en 2012. Ou encore avec Teddy Riner, le champion du monde de judo. Il a aussi participé à une publicité pour une célèbre marque de vêtements. Depuis quelques années, Valentin a multiplié les apparitions. Il en a environ une quinzaine à son actif. Et s'il est aussi demandé, c'est pour une raison bien précise. Valentin est un ours dressé qui obéit au doigt et à l'œil à Frédéric. Enfin, quand il le souhaite, car Valentin n'est pas vraiment un violent. Assis par terre. C'est bien, mon loulou. Voilà, c'est bien, mon fiston. Bonjour. Alors Valentin, c'est très étrange. C'est un animal qui est très peu réactif aux ordres. Il y a des ours très rapides. Quand on dit assis, couché, debout, bla 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 bla, ça va en une seconde. Valentin, il est très très lent. Il prend le temps de la réflexion. Par exemple, là, si je veux qu'il se mette debout pour faire l'ours féroce, vous allez voir, ça prend tout un moment. Il faut bien montrer le bonbon et ça peut être très très long. Valentin, viens. Je veux que tu te mettes debout. Alors là, il est déjà sur les quatre pattes. Maintenant, tu te lèves. Alors pour te lever, tu vois, le bonbon est là. Tu te lèves. Voilà, c'est long, c'est difficile. Ah, mon pauvre Titi. Oh, qu'est-ce que c'est dur la vie d'ours. Ouais, tiens, je te donne. Ce petit ours noir, né en captivité aux États-Unis, aime aller à son rythme. Allez, il faut escalader, mon garçon. Ça, je sais que tu n'aimes pas trop ça. Allez, tu fais l'effort. Parce qu'on n'est pas à l'abri sur un tournage. Qu'on me demande l'ours sur un tas de bois, donc il faut qu'il garde un minimum d'équilibre. Voilà, c'est pas mal ça. Bravo! Cette complicité entre Frédéric et Valentin, c'est le fruit de plusieurs années d'amitié. Mon Dieu mignon. Ouais, mon doudou. Alors pour Valentin, je suis tout sauf un dominant. Je suis son copain, je suis celui qui amène les choses agréables. Je ne fais jamais les choses désagréables. Il a un vaccin par an et un vermifuge, souvent en même temps. C'est une injection, c'est pas moi. Je veux jamais, jamais, jamais être celui qui fait mal. Voilà, faut que ça se passe comme ça, les yeux dans les yeux, gentiment. Tu te tournes? Car pour Frédéric, pas question de recourir aux méthodes classiques de dressage. Il y a encore des dresseurs qui pensent que l'ours doit fonctionner à coups de bâton. Je suis désolé, non. Vous voyez qu'il n'y a pas de muselière, j'ai rien sur moi, il n'y a pas d'anneau dans le nez, il n'y a eu aucune mutilation. C'est un ours qui a tout ce qu'il faut pour se défendre. Si je ne suis pas sympa avec lui, il peut me le faire payer au centuple. Et pour amadouer son ours, Frédéric a un petit secret. À chaque exercice réussi, Valentin a le droit à un bonbon au coca. T'essayes ça, hop, et tu descends. Tu descends jusqu'en bas, jusqu'en bas, jusqu'en bas, jusqu'en bas. Viens, viens, viens. Ouais! C'est bien, doudou. C'est bien, mon bébé. Oui, doucement avec tes papates. Fais attention à moi. Attention à ne pas faire mal. Voilà, tu es gentil. Et notre relation est basée sur la récompense, mais quand je souhaite la donner. C'est-à-dire qu'il ne doit pas se jeter sur la bouffe. Alors, je vais vous montrer le seul petit point d'autorité que j'ai sur lui. Il faut te relever. Allez, abdomen. C'est dur, mon gros. Hein. Tant que je ne donne pas le bonbon, Valentin ne doit pas le prendre. Tu attends. Non. Non. Tu attends. Maintenant, je te le donne. Il n'y a pas de problème. Voilà, aussi simple que ça. C'est le petit peu d'éducation que je lui impose. Après cette gymnastique matinale, place au cours de théâtre. En comédien chevronné, cet ours de 250 kg travaille son jeu quotidiennement.
Voilà, et maintenant tu vas montrer les dents pour avoir l'air d'un ours qui rugit au cinéma. Valentin, smile. Ah, oh, tu grognes très bien, tu as l'air très méchant. Tu grognes par là. Ah, encore grogner. Ah, encore. Ouais, super, tu m'as fait très peur, bravo, c'est génial. Tu es un ours très féroce. Mais malgré les apparences, Valentin reste un animal sauvage. Alors pour pouvoir garder son ours chez lui, Frédéric a pris de multiples précautions. Il y a de l'électricité tout autour, sur secteur, avec un relais groupe électrogène en cas de coupure de courant pendant une de mes absences. Et il y a un deuxième groupe électrogène pour le cas où le premier groupe tombera en panne. C'est Jurassic Park, mais on a tiré les enseignements de Jurassic Park. Mais contrairement au film, Frédéric ne se sent pas menacé. Avec Valentin, je n'ai jamais eu de frayeur. À aucun moment, je n'ai jamais eu le moindre doute par rapport à lui. Si un jour il y a une alerte, je changerai probablement ma façon de me comporter avec lui. J'aurais éventuellement, on utilise des bombes au poivre pour pouvoir se défendre, mais là il a 6 ans, ça serait déjà arrivé depuis longtemps. Valentin ? Et si Frédéric n'a jamais eu de frayeur avec Valentin, ce n'est pas le cas de notre journaliste qui a tenté de lui donner une friandise. Absolument que tu aies confiance en lui, sinon il va le sentir. Là, il lâche un petit peu. Ah ouais, ça craint pas. Valentin, je passe. Stop. Des animaux sauvages apprivoisés par l'homme, le cas reste assez rare. La plupart du temps, ces bêtes restent indomptables et dangereuses. Hop, dans ta petite maison. Allez, viens. Seine-et-Marne, en Île-de-France. Au parc des félins, 140 animaux sauvages vivent en quasi-liberté dans des enclos immenses, au plus proche de leur milieu naturel. Lions, tigres, panthères, une faune majestueuse, mais aussi très agressive. Ces rois de la nature restent des prédateurs, avides de chair fraîche. Alors chaque jour, ce sont plus de 500 kilos de viande qui sont débités pour nourrir tout ce petit monde. Et le cuisinier en chef, c'est lui, Médéric. Le canard, c'est plutôt pour les petits félins. Et tout ça, c'est de la dinde, tout ce qui est en orange. Là, du mouton, du bœuf au fond. S'ils sont congelés, Après, tout ce qui est pour petits félins aussi. Là, tout ce qui est rat, poussin. Là, du poussin. Cuisse de dinde. Cuisse de pintade qui est encore congelée. De la caille pour les petits félins, pour les petits chats. En tout, plus d'une dizaine de mets différents. Parmi eux, on trouve même des viandes de luxe. Aujourd'hui, une centaine de faisans viennent d'être livrés pour les festins de certains chanceux. Les félins sont nourris un jour sur 2. Aujourd'hui, c'est au tour des lions et des guépards de passer à table. On a 17 lions. 17 lions en une moyenne de 10 kg. Donc ça fait 170 kg de viande, juste pour les lions. On a 9 guépards en ce moment. 6 femelles et 3 mâles. Après là, ils vont manger de la viande, de la dinde plutôt, aujourd'hui. Ils vont manger de la dinde. Donc les mâles, ils mangent 2,8 kg en moyenne. Et les femelles, un peu moins, 2,2 kg de viande. Tous les animaux ont une quantité de nourriture à respecter. Pas trop gros et pas trop maigre. En captivité et sous le froid hivernal, les félins peuvent être en carence de vitamines. Alors sur chaque dinde, Médéric rajoute une poudre nutritive. C'est vitamines à mettre sur la viande. Donc on a une dose. On peut mettre soit dedans, un peu dessus. C'est pour donner de l'énergie aux félins, qui restent en bonne santé. Médéric nourrit lui-même les félins. Une manière de rassurer ces animaux qui ont fini par adopter cet humain qu'ils connaissent bien. Allez, viens. Allez, Kenza. Viens, ma fille. Les guépards sont affamés. C'est là qu'ils sont le plus dangereux. C'est un système de câble qui ouvre les portes pour qu'on n'ait pas de contact avec les animaux, en fait. Alors chaque geste de Médéric est minutieux. Le moindre oubli pourrait lui être fatal. Pareil, dispatch dans les box. C'est ouvert déjà.
Voilà, une a déjà de rentrer, ouais. T'as tout. Afin de les abriter pour la nuit, c'est dans leur box qu'ils sont appâtés grâce aux morceaux de viande. Beaucoup de précautions à prendre au niveau des fermetures de porte. Ah ouais, c'est la sécurité avant tout. Surtout avec des félins. Là encore c'est des guépards, mais ça reste dangereux. Avec les tigres et les lions, très attention. Des risques avec Oui, c'est des risques. Mais même des fois, vous n'êtes pas sûr, vous y retournez 2 fois. Dans ce parc, il n'y a pas que des gros félins. On en trouve aussi au format plus réduit. Comme ces chats sauvages, bien loin de nos animaux domestiques. Ce matin, Grégory et Julien ont une mission bien précise dans l'enclos des manuls, une espèce tout droit venue d'Asie. Tu prends ça, hop, et tu vas rester en dessous comme ça si jamais il tombe dans le filet. Tu vois, faut pas qu'il touche le sol. Ils doivent capturer Maïtouk. Mais comme les autres chats sauvages, ce félin est très craintif. Ah mon coco! Ouais, tu pionces. Bon, bah il va pas nous faciliter la tâche, hein. Ce matou, plutôt impassible, va devoir quitter son arbre pour retrouver sa belle et son petit, situés dans l'enclos d'à côté. Mais Maïtouk n'a pas l'air très décidé. Hop. Voilà. Hop. Allez Maïtouk, allez descends. On l'embête un peu pour qu'il se déloge de sa branche. Allez, descends de ton arbre. Ça y est, là, commence à bouger. Allez mon pépère. Voilà, super. Allez mon pote. Oh là là, il est tout ébouriffé. Au bout de multiples efforts, l'animal finit par tomber de son arbre. Allez, t'es prêt? Merveilleux. Ce mâle va maintenant rejoindre sa femelle dans un enclos séparé. Le but, profiter de la période de reproduction pour tenter un accouplement. Allez, allez, va te promener. Le manul, c'est vraiment une courte période. Les femelles tombent en chaleur entre mi-janvier, fin février, 1 mois et demi. S'il n'y a pas d'accouplement et fécondation pendant ce mois et demi chez le manul, il n'y a pas d'autres petits dans l'année. Donc on commence à les remettre ensemble pour qu'ils se réhabituent à être ensemble. Mais Maïtouk n'a pas l'air très heureux de retrouver sa compagne. Elle et lui se regardent en chien de faïence. Alors pour éviter les disputes conjugales, Julien va devoir surveiller le couple. Donc tu vas rester là, en surveillance, pendant 1 heure à peu près. Sans réconciliation des deux parties, pas de bébé. On va l'obliger à aller avec les autres, voir un petit peu les relations, s'ils se crachent les uns sur les autres, s'ils ont peur, s'ils se déplacent beaucoup. Et en fonction de ce que Julien va observer, on prendra la décision, soit on les laisse cette nuit, soit on les sépare. Heureusement, quelques minutes plus tard, la femelle tente une approche. Maïtouk semble se laisser séduire. Elle est un petit peu inquiète quand même parce qu'elle ne le quitte pas des yeux. Il y a beaucoup d'activité, Grégory. Elle est montée et la femelle et la petite ne les quittent pas des yeux. Bah, c'est bien, c'est bien. Finalement, Grégory prendra la décision de les laisser profiter pleinement de leur nuit d'amour. Au parc des félins, comme son nom ne l'indique pas, on trouve aussi des petits singes. Toute une colonie de lémuriens a élu domicile dans cette campagne francilienne. Même si l'hiver, ils vivent le plus souvent en intérieur, régulièrement, il faut les faire sortir. Une opération qui n'est pas toujours à leur goût. On va d'ailleurs commencer par les makikata, les plus nombreux. On en a 43 en tout. Allez! Des fois, ils sont bien au chaud, tranquilles, ils veulent pas trop sortir. Mais là, ça va. Et effectivement, une fois dehors, les lémuriens font vite demi-tour. Courageux, mais pas vraiment téméraires. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Allez! Allez, tout! Ouais, c'est parce qu'ils ont froid, je pense, dehors. Vu qu'ici, il fait plus chaud. Jeanne doit évacuer les 2 boxes dans lesquelles vivent les singes. Et l'ordre de préséance est primordial. Là, je vais sortir les autres. Donc, en fait, là, j'ai commencé par sortir les dominés pour qu'ils aillent plus loin sur leur île. Et là, je vais sortir les dominants. En fait, il y a une hiérarchie chez les lémuriens. Et donc, surtout que là, on en a beaucoup. Et on a un groupe de dominants donc, qui sont sur la première île et le groupe de dominés qui doivent rester sur la deuxième. Et par exemple, ils n'ont pas le droit de venir manger
chez les dominants, sinon ils seraient virés vite fait. Allez, hop, hop, hop. Si ces petits singes doivent sortir régulièrement, c'est que le soleil leur est indispensable. En effet, leurs bras sont équipés de petites glandes qui captent les UV. Une manière pour eux de faire le plein de vitamine D, une vitamine nécessaire à leur survie. Alors chaque jour, un étrange ballet se joue dans le parc. Les lémuriens s'exhibent nonchalamment autour de leur dieu soleil. Retour au centre hospitalier vétérinaire des Cordeliers, en région parisienne. Cet après-midi, Isabelle arrive très inquiète à l'accueil. Depuis quelques jours, Aliette, sa Doberman de 11 ans, respire très mal. Ce que vous entendez là, c'est la trachée qui est comprimée par le cœur, a priori. Isabelle a pris rendez-vous avec Eric pour en savoir plus. Allez, viens, Bien. Alors, qu'est-ce qui lui arrive à votre petite chienne là? Je sais pas du tout, je sais pas, mais vous voyez, elle est très... Elle respire pas bien là, hein? Oui, elle ne parvient plus à se coucher. Elle reste assise au mieux pour pouvoir respirer. Eric soupçonne un problème pulmonaire. Alors, on va l'approcher par ici. Vous allez vous asseoir, vous, sur le tabouret. Mais le vétérinaire va être contraint d'interrompre l'examen. Attendez, stop, on arrête tout. Aliette se met à cracher du sang. Il faut agir vite. Ok, on fait rien de plus. Tu préviens les infirmières qu'elles préparent de quoi oxygéner, qu'elles préparent tout. Là, on va l'emmener derrière. Il faut absolument qu'on l'oxygène tout de suite là. Allez, viens ma belle. Allez, viens, c'est parti. Voilà, tout doucement. Pour Eric, Aliette a un œdème pulmonaire, une accumulation d'eau au sein des poumons qui pourrait être fatale à la chienne. Là, ce qu'elle a craché, la mousse rosée, là, c'est vraiment le liquide qu'elle a dans les poumons. C'est-à-dire qu'en fait, un œdème pulmonaire, c'est une noyade de l'intérieur, entre guillemets. Là, il y a vraiment un risque vital immédiat. Elle peut très bien faire un malaise, une syncope, le cœur peut s'arrêter. Enfin bon, là, on est vraiment dans une situation extrêmement délicate, très instable. Là, comme ça, j'espère qu'on va s'en sortir, mais pas pris en charge, elle passait pas la soirée. Hein. Attends. Aliette est dans un état très critique, chaque minute compte pour tenter de la sauver. Elle est mise sous oxygène afin d'essayer de retrouver un rythme cardiaque normal. Allez Fifi, chut, là c'est bien, regarde. Là on est fixé dans l'heure, les 2 heures qui viennent. L'urgence c'est vraiment de la maintenir en vie et surtout d'améliorer son état parce que là on est vraiment sur quelque chose on est sur le fil du rasoir là. Donc quelqu'un reste à côté, s'il y a quoi que ce soit, toi t'es là, tu te prépares le chariot de réa au cas où, d'accord? Les nouvelles ne sont pas bonnes, il faut préparer Isabelle, sa propriétaire, au pire. C'est compliqué parce que c'est vrai que la moindre manipulation là fait que elle limite un petit peu même de perdre connaissance et tout ça, donc... Isabelle est effondrée. Prenez le temps. Je veux pas qu'on l'arrête, si ça s'arrête. D'accord. Je dirais que si elle fait un arrêt comme ça, elle souffre pas. Dans ce cas, comme vous nous dites, on la réanimera pas. On la laissera partir. Ok? Les chances de survie d'Aliette sont minces. Et même si elle s'en sort, son quotidien risque de devenir compliqué. Maintenant, si elle est sauvée aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe pour elle? Qu'est-ce qu'on va récupérer comme chien? Alors déjà là... Est-ce qu'elle va pouvoir continuer à courir un peu? Ça va être compliqué. Hein. Je vous fais attendre un peu en salle d'attente. Je viens vous voir très régulièrement pour vous donner des nouvelles. D'accord? Moi je retourne la voir et je m'en occupe. Je vous raccompagne. Isabelle culpabilise de ne pas avoir amené plus tôt sa chienne en consultation. Si on avait fait plus attention, peut-être aurions-nous consulté précédemment et aurions-nous découvert qu'il y avait ce problème. On s'en veut forcément toujours, c'est logique. Donc il faut faire avec. Après 2 heures d'observation, le rythme cardiaque d'Aliette s'affole. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va qu'augmenter, c'est stressé. Alors on fait pas de réa, la dame veut pas de réa si elle venait à partir. Les mouvements du thorax là, hein, c'est très rapide. Donc on va lui refaire un petit peu de tranquillisant là, histoire que de nouveau elle se détende. En attendant de passer le cap de l'œdème, quoi. C'est vraiment ça. On n'est encore pas tiré d'affaire là.
Le verdict tombe, Aliette souffrirait d'une maladie du cœur très grave. A priori, c'est une cardiomyopathie, c'est-à-dire une maladie du muscle. Le pronostic est, à partir du moment où chez le Doberman, ils ont ce genre de symptômes, le pronostic est pas bon. Même si ça va bien, un petit peu sur le moyen long terme, on est sur une espérance de vie maximum de quelques semaines à quelques mois. Aliette va donc rester cette nuit en observation. Au même moment, un couple arrive à la clinique, un peu affolé. Philippe était en train de faire son jogging avec Isco, son animal de compagnie, lorsqu'il a été attaqué par 2 énormes chiens. Alors, je vais vous l'emmener directement auprès de mes collègues. Elles vont bien l'examiner et je reviens vous voir avec vous pour faire le dossier. D'accord. Ça s'est passé à l'instant? Ouais, il y a une demi-heure. D'accord. Le jeune chien est apeuré par l'attaque qu'il a subie. Son corps est recouvert de plaies béantes. Essaye de le mettre sur le côté, doucement. Doucement, s'il a un petit peu mal. Allez, Ça y est, mon c'est tout. Voilà, c'est bien. Tout va bien, gamin. Deuxième blessure ici. Il a dû se faire prendre comme ça. Ouais. 2 plaies surtout inquiètent les vétérinaires, sur le flanc gauche de l'animal. A priori, ça n'a pas l'air bien méchant. On va quand même continuer de faire le tour, histoire de ne pas passer à côté d'une morsure ou on n'aurait pas vu sur la peau. Et puis surtout, faire un bilan parce qu'il faut vérifier qu'il n'y ait rien d'abîmé à l'intérieur, entre guillemets, qu'il n'y ait pas d'anomalie, de blessure sur la vessie. Alors en attendant, ce que vous allez faire, c'est tondre et nettoyer tout ça, bien nettoyer, bien désinfecter. Afin d'éviter de passer à côté d'une lésion, Isco va subir une radio. Le but, voir si les morsures n'ont pas impacté ses organes vitaux. Voilà, c'est bien mon petit. T'es sage. Eric va maintenant analyser les radios. Alors, on va regarder. C'est bon, ça a été? C'est bien. D'accord, super. Nickel. Alors tu vois, il y a quand même, ça a bien un petit peu décollé là, la peau. En fait, les petites traces noires qu'on voit là comme ça, c'est de l'air qui est passé sous la peau. Quand il n'y en a pas, vous voyez ici, c'est normalement blanc. Quand ça fait des petites taches noires comme ça, c'est avec les morsures, la peau qui a été un petit peu décollée, puis il y a de l'air qui est passé sous la peau. Mais ça, c'est pas très grave. Pas très grave comme c'est là. Et a priori, sa radio est normale. Ok, super. Isco a finalement eu de la chance. Eric va maintenant pouvoir rassurer les propriétaires. Bon, donc comme je vous disais, je l'ai examiné. D'accord, il n'y a pas grand chose a priori. Je pense qu'il a eu beaucoup de chance. Ouais. Et c'est des petites plaies qui ne sont pas profondes. Elles font cette taille-là. Elles font une pièce de 5 centimes d'euros, de choses comme ça. Elles ne sont pas profondes, elles sont vraiment très superficielles. Donc, et puis c'est pas dans des zones qui sont dangereuses, hein. C'est dans du mus et sous la peau, donc il n'y a pas de, à mon avis, il n'y a pas trop de soucis. Encore sous le choc, Philippe et sa femme ont vraiment cru que leur chien allait y passer. Je m'apprêtais à aller le long du canal pour aller faire du sport avec lui, et puis j'ai vu 2 chiens, mais alors... c'est quoi comme chien? J'en sais rien. C'est des staffs, des chiens beiges assez grands. Je les ai pas vus arriver, ils ont saisi mon chien tout de suite. J'ai essayé de les séparer, mais ça a été assez compliqué. Et il y a 3 jeunes qui se sont arrêtés, qui étaient véhiculés, qui se sont arrêtés et qui m'ont aidé en faisant peur aux 2 autres chiens. Et puis voilà. Si le couple sort du rendez-vous plus serein, Valérie reste préoccupée par le traumatisme subi par son chien. Les blessures, c'est pas encore, s'il n'y a rien de grave, ça se soigne, hein. C'est plutôt les restes psychologiques, hein. C'est un chien qui est super gentil, ça m'embêterait qu'il devienne un peu concon et qu'il devienne agressif à cause de ça, quoi. Après une journée d'observation, allez Isco, on y va. Isco est autorisé à retrouver ses propriétaires. Voilà. Attends, bah oui, voilà. Ouais, en plus. Eh ben voilà, ça y est. Eh ben voilà. Allez. Alors, comment vous le trouvez par rapport à ce matin? Moche. Ah oui. Non, il est mieux, il tremble plus déjà. Ça va être bonne, ma fille. Moins stressé quand même. Hein. Moins stressé. Ah, il a été bien attaqué quand même, hein, la vache. Si Isco s'en sort sans trop de séquelles, pour certains, l'heure est plus grave. Nous retrouvons Aliette, cette vieille Doberman de 11 ans qui souffre d'une grave maladie du cœur. Ah oui, si elle commence à râler, c'est qu'elle va mieux. Et qu'elle commence à
à retrouver un peu de pêche, quoi. Elle respire beaucoup plus lentement, là, ça me va mieux, là. Aliette semble stabilisée, mais elle reste très fragile. Bon, ça va mieux? C'est elle que vous entendez, là, hein? Voilà. Et c'est parce qu'elle commence à aller un petit peu mieux, là. Hein. Vous considérez qu'on va la garder, voilà, on va la garder 48 heures. On reste très réservé quand même sur l'évolution, d'accord? Parce que ça peut être aussi un peu comme ça en dents de scie. Mais là, ça va mieux, donc je vais vous libérer. Hein, vous pouvez rentrer chez vous, je pense. Allez, je vous laisse voir avec mes assistantes. Hein, on s'en occupe. Au revoir. C'est donc anxieuse qu'Isabelle va rentrer chez elle. Ça m'emmerde de la laisser déjà pour commencer, mais enfin bon, ça c'est tout. Je sais qu'elle est dans de bonnes mains, donc tout va bien. Mais bon, j'ai peur de récupérer un chien qui va plus pouvoir bouger comme il a envie de bouger. Et, ça va être... Alors voilà. Mais bon, le premier truc, c'est qu'elle va un petit peu mieux. Donc c'est bien, pour l'instant c'est bien. Aliette va passer la nuit en soins intensifs. Les prochaines heures seront décisives. Le lendemain matin, c'est Élise qui prend le relais. Aliette a passé une nuit plutôt tranquille, mais son état de santé reste fragile. Elle est mieux ce matin. Elle respire bien, on a pu lui enlever l'oxygène. Elle n'est pas sortie d'affaire parce qu'elle a quand même une maladie cardiaque qui est vraiment sérieuse et on sait que sur ces races-là, en général, le pronostic est quand même assez réservé. On la guérira pas, c'est sûr. Allez, viens, belle-mère. Finalement, les vétérinaires vont laisser la chienne rentrer chez elle. Son espérance de vie est limitée, mais pour le moment, elle n'a pas besoin de vivre sous assistance médicale. Sa maîtresse va pouvoir encore profiter de sa chienne quelque temps. Les animaux domestiques, comme les plus sauvages, ces boules de poils suscitent une véritable passion dans notre pays. Parc zoologique de Thoiry, à 40 km de Paris. Avec ses 750 animaux répartis sur un domaine de 60 hectares, Thoiry est le 3e site touristique d'Île-de-France. Et le point d'orgue de la visite, c'est le parcours en voiture. Les gazelles, elles sont belles. En pleine réserve africaine. Les girafes après. Ouais, elles sont trop belles. Et pour approcher les animaux de plus près, les visiteurs peuvent se rendre dans le parc à pied. Ils sont alors plongés au cœur du monde sauvage et côtoient les animaux les plus dangereux, comme les lions. Vous l'avez vu, il a une carrure assez imposante. Un gros mâle, ça peut peser jusqu'à 240-250 kilos. Hein. Ils peuvent aussi assister au repas des loups. Une meute de loups, voilà, ça va varier en permanence en fonction des âges des individus, en fonction de leur tempérament. Est-ce que c'est gentil les loups, Constance? Oui, j'ai peur. Regarde, il est là. Regarde un peu. T'as vu comment ils font? Regarde le morceau de viande, hop, et le loup il l'attrape. Je pense que pour les enfants c'est agréable dans le sens où ils découvrent plein d'animaux qu'on peut voir dans les livres, genre le bacaque ou plein d'animaux super mignons. Chaque année, Thoiry accueille 450 000 visiteurs attirés par ces espèces hors du commun. Et pour prendre soin de tous ces animaux, le personnel du parc a recours à de nouvelles méthodes. L'une des particularités du zoo, c'est de faciliter les soins vétérinaires en pratiquant des exercices précis. C'est ce que l'on appelle le training médical. Ce matin, Eric et Franck, 2 soigneurs, entraînent Ben, un éléphant de 32 ans et de 4 tonnes. Allez, touche Ben. Côté Benny, le pied. Oui, c'est bien ça. La langue, Benny, la langue. Encore. Oui. Là, c'est bien ça. Le pied. L'éléphant associe un mot à un geste et reçoit des morceaux de pommes en récompense. Le but ultime du medical training, c'est d'avoir accès sur un animal sans anesthésie. Grâce à ces exercices, Eric peut alors accéder à des parties difficilement atteignables comme les pieds de l'animal. On contrôle l'état des ongles et éventuellement on va stimuler, comme là c'est le cas, la pousse d'un ongle qu'on était en train d'entretenir avec des très grosses limes à ongles. Alors c'est assez sportif, hein. C'est physique, parce que c'est pas comme vous mesdames, hein. C'est un peu plus gros. Soigner un éléphant, un exercice qui n'est pas sans risque.
Il y a beaucoup d'accidents mortels chez les soigneurs dans le monde. On se met jamais en face comme ça, pile poil. Si je me mets, moi en général, c'est que je me mets sur le côté. J'ai toujours un peu la protection du mur. Et puis, pour venir m'atteindre, il va falloir qu'il se déplace. Donc, dans ce cas-là, moi j'ai juste un pas à faire. Et je me trouve dans une zone sécurisée où la trompe ne m'atteint plus. Voilà. Aujourd'hui, le training médical est devenu courant dans les zoos, mais Thoiry est le seul parc zoologique en France à le pratiquer avec un animal particulièrement dangereux. Un super prédateur venu d'Indonésie, le dragon de Komodo, aussi appelé varan. Dans son milieu naturel, ce lézard géant à la salive mortelle peut mesurer jusqu'à 3 mètres de long. Un animal connu pour son agressivité. Rose et Fanny, 2 soigneuses, connaissent bien cette espèce si particulière. Là, on va aller faire du training à la femelle varan. Rose est bien consciente des risques. Ben, c'est sûr qu'il y a toujours un risque parce que c'est quand même des animaux, oui, classés dangereux. Dangereux parce que voilà, ils ont quand même une dentition assez impressionnante avec une multitude de dents très acérées et en plus des glandes venimeuses. Les soigneuses vont entrer dans le vivarium de Podvora, une femelle varan de 7 ans. Coucou, popote. Podvora, ça va? C'est à 2 que les femmes opèrent. Coucou, c'est nous, Podvora. C'est nous. L'une parle à l'animal, pendant que l'autre la protège à l'aide d'une perche en cas d'attaque. Première étape, établir le contact, en particulier par la voix et l'odeur. C'est nous. Voilà, on rentre tranquillement. Elle nous identifie. Voilà, que ça soit à l'odeur, à la voix. Voilà, tout va bien. Et le but, c'est de pouvoir la toucher de partout, tranquillement, toujours vraiment avec des gestes lents, pas brusques du tout. On insiste sur la partie du ventre, parce que c'est là où on va travailler si on fait une échographie. Les pattes, si on a besoin de couper les ongles, parce que ça peut arriver. Il a fallu des mois de travail à Rose et à Fanny pour pouvoir approcher Podvora. Aujourd'hui, les soigneuses sont même capables de faire déplacer cet animal de plus de 30 kilos. Pour cela, Rose attire Podvora à l'aide d'une cible rouge. Donc le terrain n'est pas grand, mais j'essaye de la faire un peu naviguer. Non, non, ici. Mais elle a très très vite compris que le fait de toucher, elle avait sa récompense. C'est très très intelligent. Ouais, ça c'est sûr que on le découvre petit à petit sur les reptiles. Beaucoup de reptiles sont intelligents, mais eux encore plus. Oui, très bien. Depuis plus de 15 ans, Thoiry participe activement à la conservation de cette espèce, mais pas seulement. Allez, bibiche. Marie est l'une des vétérinaires du zoo de Thoiry. Ce matin, avec Mathieu, son chef animalier, elle va s'occuper d'un petit singe qui appartient à l'espèce des Saimiri. Sa queue présente des problèmes de dépilation. On va le faire passer dans le SAS, qui est normalement une zone technique où ils n'ont pas accès, pour que la capture soit plus rapide. Et on essaye de faire au plus vite pour ne pas stresser ni tout le groupe ni lui. Du coup, on se met tous les deux dans le SAS. Ouais. Et puis c'est parti. Principale difficulté avec cet animal, le capturer. Marie et Mathieu sont habitués à ce type de manipulation. Mais le singe n'est pas vraiment décidé à se laisser faire. Je vais attraper par le cou. Bah écoute, j'ai pas trop de prise quand même. Voilà. C'est là ou pas là? Ah ouais, pas par le cou, mais... Et au moment où il touche au but, le petit singe se dérobe encore. Non, ah merde. C'est le cas. Le manche au final, Ils te laissent pas faire? Comme toujours avec eux. Ils sont pas bêtes du tout. Il nous l'a fait à la Spider-Man, on n'avait pas encore eu cette technique.
Allez, bonhomme, on y va là. C'est bon? Tu vas y arriver? On va y arriver comme ça, tu crois? T'avais fait comme ça l'autre fois? Par contre, faut faire gaffe aux mains, faut qu'il lâche le grillage. Je crois qu'on est pas mal. Il y a la queue. Il y a juste la queue. Attends, au-dessus, t'es pas top. Oui, c'est bon, ça va aller, ça va le faire. On va le laisser ressortir. Ouais. Hop. Voilà. Finalement, il faudra 5 bonnes minutes à Marie et Mathieu pour l'attraper et pour l'amener à l'infirmerie du zoo. Le singe va maintenant être endormi. Hop. Allez, c'est parti. C'est la seule solution pour pouvoir l'examiner. Comme ça. Hop, le tapis, ça c'est bon. Alors là, l'étape, c'est qu'on va l'anesthésier par voie gazeuse, en fait. Et donc la boîte se remplit petit à petit de gaz et il va s'endormir assez rapidement, normalement. La vétérinaire peut maintenant commencer à ausculter sa queue. Je vais y aller doucement. Ça va un petit peu ça. C'est un souci récurrent. Tous les hivers, les saïmiris, alors c'est déjà une espèce qui a tendance à perdre, à manquer, à avoir des pertes de poils en fait à la base de la queue parce que leur position physiologique de repos, c'est en boule avec la queue qui revient sous eux. Et donc ça fait une zone d'usure au niveau du poil. Donc ça, c'est le genre de dépilation qu'on peut avoir de manière classique parce qu'ils sont tout le temps, souvent assis sur leur queue. Mais nous, on a ce genre de lésion là qui apparaît à l'hiver. Pour en savoir plus sur ces lésions, Marie va procéder à des prélèvements. Donc je vais faire une biopsie, c'est-à-dire je vais prendre un petit morceau de peau avec une petite carotte comme ça qui coupe. Les prélèvements révéleront plus tard la présence de champignons sur la queue du petit singe. Le petit prélèvement. Pour Marie, la faune sauvage s'est imposée comme une évidence. Moi j'ai toujours été vraiment attirée par la faune sauvage. J'ai grandi dans un milieu où il y avait des animaux, hein, des chiens, des chats, des animaux de ferme. Mais je sais pas, j'ai toujours été ébahie devant les reportages. J'ai toujours eu envie d'aller voir ce que ça donnait déjà sur le terrain. Et puis je trouve en faune sauvage, il y a vraiment une diversité qui est hyper stimulante en fait. J'aime bien être à l'extérieur aussi. Enfin voilà, je me voyais pas passer toute une journée en cabinet à enchaîner des rendez-vous enfermés. Enfin, je comprends tout à fait les confrères qui ont cette passion, mais moi, la mienne, c'est pas celle-là. Du coup, on va pouvoir le réveiller. Réveillé de son anesthésie, le singe est ramené dans son enclos jusqu'au prochain examen. Thoiry, le lendemain, il est 9 h. Ce matin, un convoi un peu spécial franchit l'entrée du parc zoologique. Ce camion arrive tout droit d'un autre zoo de Normandie. Bonjour, ça va? Ça va bien? Oui, ça va et vous? Vous avez fait bon voyage? On va commencer par les kangourous. À l'intérieur, Guillaume, son chef animalier, s'apprête à charger une cargaison plutôt surprenante, 2 femelles kangourous. Il est accueilli par Nora, responsable des transferts d'animaux d'un zoo à l'autre. Quand on a un surplus avec des animaux dans n'importe quel parc zoologique, on risque d'avoir des conflits entre les animaux ou alors des reproductions non désirées entre parents, enfants, etc. Donc on est obligé de placer les animaux en plus, entre guillemets, et ça permet de maintenir des populations stables. Aujourd'hui, Guillaume vient chercher les 2 kangourous. Première étape, capturer les animaux. La capture, c'est toujours un moment un petit peu stressant pour les animaux, pour les équipes animalières aussi. Donc il faut prendre quelques précautions, s'organiser, bien savoir qui fait quoi avant la capture. Même si ces professionnels ont l'habitude de ce type de manipulation, capturer des kangourous représente des risques. Pendant la capture, c'est les pattes arrière qui sont dangereuses, hein, parce qu'ils ont de bonnes griffes, et puis ça donne des coups de patte assez puissants. C'est pour ça que généralement on les maîtrise en les attrapant par la queue, c'est ce qui est le plus pratique. Et puis après, ça nous permet de diriger l'animal vers l'endroit où on veut l'amener. Ici, en l'occurrence, la caisse. Voilà. Si tu l'attrapes, on n'est pas obligé de rebouger la caisse après. Ah, si on la plaque très proche, oui, ouais. On peut à la rigueur. C'est Mathieu, le chef animalier de Thoiry, qui va capturer les animaux. Mais la femelle se montre plutôt résistante.
Une fois les 2 kangourous capturés, les 2 caisses sont vissées à la perceuse pour éviter qu'ils ne s'échappent. Ces transferts d'animaux entre zoos sont courants, extrêmement contrôlés, pour empêcher le trafic illégal. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce type de transfert est gratuit pour les professionnels, à condition de passer par la case administration. Il y a juste un petit certificat de don avec le papier à signer. Bon, en fait, c'est des documents réglementaires pour le transport des animaux. Donc, c'est-à-dire que là, le zoo de Thoiry nous fait une attestation de cession. Comme quoi, il n'y a pas d'échange d'argent pour ces animaux-là. Donc, en fait, on nous donne ces animaux-là. Donc, je signe comme quoi j'accepte le don. Et sur la route, si jamais on avait un contrôle des douanes, par exemple, ou des gardes-chasse, on peut présenter ces papiers-là. Comme quoi, les animaux viennent d'un parc zoologique, vont dans un autre parc zoologique. Donc, ils savent exactement ce qui se passe pour ces individus-là. Voilà. Direction le zoo de Jurk, à 40 km de Caen. Avec ses 2 kangourous dans son camion, le chef animalier va parcourir plus de 200 km. Cette donation de kangourous par Thoiry, Guillaume en a eu vent par un site internet réservé aux professionnels. On a un outil principal, c'est la bourse d'échange informatisée en fait, qui se passe sur internet. Donc, chaque parc qui a des animaux à placer va les mettre sur la bourse. Celui qui en cherche va mettre les animaux et les espèces qu'il recherche. Et c'est comme ça que les échanges entre parcs zoologiques se font. C'est comme ça qu'on est au courant qu'il y a des transferts possibles. Après 2 heures de route, Guillaume arrive enfin dans son parc de 15 hectares en Normandie. On va rentrer les 2 caisses dans l'enclos. 1, 2, 3. Les kangourous sont tout de suite relâchés. Et si l'un semble heureux d'être libéré, l'autre est plus réticent à sortir de sa caisse. Ah. Il s'est bien enroulé la patte. Donc il a dû s'allonger et s'enrouler un peu dans la paille. Et, normalement, ça devrait se régler tout seul. Toujours sympa d'avoir une nouvelle espèce qui arrive au parc. Et puis des petits nouveaux comme ça, on est toujours content. On va les voir évoluer. On va peut-être voir des bébés dans quelques mois. Donc c'est toujours sympa de voir les petits nouveaux. Depuis notre tournage, les kangourous se sont bien acclimatés à leur nouvel environnement. L'année dernière, plus de 70 animaux ont été transférés depuis Thoiry vers d'autres zoos français. Si les animaux des zoos doivent rester le plus sauvages possible, à la maison, on préfère un animal calme et bien élevé. Bonjour. Vous allez bien? Bien, merci, et vous? Oui. Ce soir, Sandrine a rendez-vous à 20 km de Paris, dans ce pavillon. Cette jeune femme n'est pas vétérinaire de formation, mais comportementaliste animalière. La voilà. Bonjour. Bonjour, Madame Haussmann. Vous allez bien? Ça va, merci. Ça va? Voilà, je vais vous faire voir... Laurence et Christophe ont fait appel à elle pour Julie, leur chienne Beagle de 9 mois, plutôt nerveuse et très indisciplinée. Julie, tu descends. Julie, tu descends. Donc on va pas crier. Julie, tu laisses. Hop. La famille n'a aucune autorité sur la chienne. Plus grave, l'animal a développé une relation très tumultueuse avec Thibaut, le petit garçon de la famille. Thibaut, je t'avais dit quoi? Alors, en fait, Thibaut, je suis pas du tout d'accord avec ça. Parce que tu vas te faire mordre. Tu vas te faire mordre sérieusement, Thibaut. Alors d'entrée de jeu, Sandrine intervient. Thibaut, si tu cours dans la maison, d'accord? Tu as vu, c'est pas agréable, la chienne, elle te court. Elle te court après pour attraper ton pantalon ou tes chaussettes. Je veux pas que tu cours dans la maison et je veux pas que tu chahutes avec Julie dans la maison. D'accord? Ce que je veux bien que tu fasses, c'est des moments câlins avec Julie. Ça, je veux bien. Donc oui, c'est une chienne qui est encore jeune, qui n'est pas encore finie de structurer et qui, du coup, quand ça monte dans l'excitation, peut un petit peu déborder et puis vraiment contrôler ce qu'elle fait. Pour éviter que la chienne ne devienne trop agressive avec leur enfant, le couple va devoir apprendre à la dominer. Un exercice nouveau pour eux. Avec leur ancienne chienne, ils ont été très laxistes. On l'a laissé tout faire et c'est vrai qu'on l'autorisait à monter sur le canapé et voilà. Et on ne voulait pas reproduire la même chose avec notre deuxième petite chienne en fait. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on voulait être plus strict et c'est pour ça qu'on a fait appel à Madame Haussmann pour nous éduquer nous aussi en fait et nous montrer qu'il y a des choses que l'on fait mal. Julie adore déchiqueter tous les magazines de la maison.
Alors Sandrine prend les choses en main en proposant un exercice aux membres de la famille. Et donc c'est quand vous le laissez sur le petit bureau de... Ou sur la table. Bureau, sur la table. Ou sur la table. La semaine dernière, elle a réussi à ouvrir ma sacoche. Ok. Vous allez prendre le prospectus, termine de le regarder un petit peu, et puis le poser, d'accord, et l'avertir qu'elle doit le laisser. Ça, tu laisses, Julie. Très bien. Dis-lui que c'est bien qu'elle ait laissé. C'est bien, tu laisses. Très bien. Super. Ok, madame? Christophe, le mari, réussit le test, mais pour Laurence, c'est plus compliqué. Prévenez-la. Tu laisses, Julie. Vous lui avez... Julie, tu laisses. Julie, tu laisses. Julie, tu laisses. Et reculez-vous. Tu laisses. Julie, tu laisses. Reculez-vous. Julie, tu laisses. Ok, récupérez. Non, c'est pas super, récupérez. L'erreur que vous avez faite, c'est que vous l'avez posé, vous ne l'avez pas prévenu avant. Vous n'avez pas demandé de laisser avant. Vous l'avez posé et une fois qu'elle avait les pattes sur la table, vous l'avez demandé de laisser. D'accord? Le fait que je regarde comment ça fonctionne avec chaque personne de la famille, ça me permet aussi de voir quel type de relation il y a. Certaines fois, le chien communique mieux ou un des propriétaires communique mieux avec le chien qu'une autre personne de la famille. Alors, ou parce que la personne est plus calme, ou la personne a des gestes plus lents, Julie, tu laisses. ou les choses sont plus claires, donc c'est plus lisible pour le chien. En fait, votre métier en partie, c'est d'éduquer les maîtres. Oui. On montre, le travail, c'est de montrer au chien et de s'assurer que le chien comprenne ce qu'on attend de lui. Mais bien sûr que le travail le plus important, c'est sur le propriétaire. Je vous dis au revoir, je vous ouvre la porte. Oui. Travaillez bien avec Julie. Julie a assez travaillé pour aujourd'hui. Sandrine va maintenant laisser la famille appliquer ses conseils. Quelques jours plus tard, nous retrouvons Sandrine. Elle vient voir les progrès de la chienne et passer à la deuxième étape, la promenade en pleine ville. Et c'est Florent, le fils aîné, qui la tient en laisse. Florent, ce que je voudrais, c'est que quand vous allez sortir, si elle tire, je veux que vous vous arrêtiez. Mais je ne veux pas que vous tiriez sur la chienne en la ramenant vers vous. Prêt? Oui. Elle tire, on n'y va pas. Là, je la tire. Non, non. Stop. Au début, Julie a bien du mal à canaliser son énergie. Oui, dès que ça se détend, d'accord, un pas en avant vers la direction que vous voulez aller. Hein. Dès que ça se détend. Attendez un petit peu, attendez encore, elle n'a pas renoncé encore. Attendez, oui, ouais, de ce côté-là. Petit à petit, la chienne comprend l'exercice. On attend, hein. Yes. Florent, est-ce que vous venez de voir que vous avez eu 2 pas sans tirer là? Oui. Vous l'avez senti? Oui, oui. 2, d'accord? Il y a eu 2 pas où elle n'a pas tiré du tout. Ok. On recommence. C'est détendu. En pleine promenade, Julie croise un de ses congénères. L'occasion pour elle d'apprendre la bienséance. Alors, pareil, bougez pas. Voilà. Là, vous détendez la laisse. On détend. Là, on détend. S'il la remet en place, tant mieux. Ok. Julie, demi-tour? Julie, demi-tour? Oui, c'est bien demi-tour, la fille. Les gens vont dire en règle générale, Julie, viens. Non, on lui apprend juste demi-tour. D'accord? Pour partir dans la direction opposée. Ok, Florent? Au final, Sandrine est plutôt satisfaite du comportement de Julie. Il n'y a pas besoin de demander au chien de rester au pied. On ne lui a pas demandé à la chienne, on ne lui a pas dit au pied, on n'a pas ramené la chienne sèchement. D'accord? Et la chienne, naturellement, est venue sur le chemin du retour se replacer automatiquement à côté de lui. D'accord? Donc, du coup, c'est parfait. C'est ce qu'on voulait. Donc, comme quoi, il n'y a pas besoin de malmener les chiens. Simplement de faire comprendre ce qu'on veut. Donc, c'est très bien. Une très bonne séance. Grâce au conseil de la comportementaliste, la petite chienne a enfin retrouvé sa place dans la famille. Un animal de compagnie chouchouté, mais qui doit respecter ses maîtres. Le respect de l'animal, c'est le leitmotiv de tous les vétérinaires. Et dans certains établissements, prendre soin des animaux se fait depuis des siècles. Nous sommes en plein cœur de Paris, dans le plus vieux zoo du monde, la ménagerie du Jardin des Plantes. Ouverte en 1794, ce zoo a fêté l'année dernière ses 220 ans. Ici, on trouve des orang-outans,
des crocodiles, des flamants roses. 2000 animaux sont répartis dans de magnifiques bâtiments d'époque. Avec le temps, la ménagerie est devenue une institution dans le monde zoologique. Norine Chai en est le chef vétérinaire. Gérard pour Norine. Oui, je t'écoute. On va commencer à flécher les fauves là. C'est parfait, je te rejoins. Ok. Une fois par an, avec sa collègue, il vaccine les fauves de la ménagerie. Donc, on va commencer par qui? Par les gros. C'est plus facile. On commence par les gros, on commence ici. Ouais. Dans cette grande salle circulaire, panthère des neiges, panthère tachetée ou encore lynx du désert s'offrent aux yeux des visiteurs. Pour vacciner à distance ces animaux extrêmement dangereux, Norine n'a pas le choix. Il utilise un fusil hypodermique. Dans ses flèches, des vermifuges pour éviter la présence de parasites dans l'intestin. Mais la présence du vétérinaire n'a pas l'air de ravir les fauves. Pour eux, Norine est un intrus. Les panthères pourraient l'attaquer à travers les grilles. Il faut que tu fasses gaffe, pas te cramponner au barreau. Malgré sa décontraction apparente, Norine prend tout de même quelques précautions. Faites très attention, vous avez vu, on ne met jamais les mains. Le canon, vous avez vu, dès que je sens qu'il arrive, je l'enlève. Après le vaccin des fauves, Norine et ses collègues vont s'occuper d'un cheval de Przewalski. Cette espèce sauvage, découverte dans les steppes mongoles du 19e siècle, est très rare en France. En captivité, ce cheval use beaucoup moins ses sabots. Il faut alors les lui limer pour qu'ils conservent leur forme naturelle. On va tout préparer dehors. Pantruche a été isolé dans un box. Pour accéder à ses sabots, Norine est obligée de l'anesthésier. Ok. Salut ma belle. Norine doit tirer plusieurs fois pour répartir le puissant somnifère. Ça va passer. C'est bon. L'animal commence à sentir les effets, mais avant de faire entrer son équipe dans la pièce, Norine s'assure que Pantruche dort profondément. Ah là, elle dort. La première chose qu'on fait, c'est qu'on ferme les yeux pour arrêter tout stimuli. Donc par exemple, là, on parle doucement. La lumière peut être un stimuli pour le réveil. Et je sais comment elle dort parce que justement, il n'y a aucune réaction. Et à 3, on va tirer. 1, 2, 3. Soigneurs et vétérinaires vont pouvoir débuter leur travail. Pas de temps à perdre, ils disposent de 20 minutes avant le réveil de la jument. Mise en place d'un tube à oxygène et d'un monitoring, le personnel s'active autour de Pantruche. Sa manucure peut commencer. On a pris le relais du maréchal Ferrand qu'on faisait venir pour certaines de nos équidés. Et donc maintenant on le fait nous-mêmes, pour le faire régulièrement. Mais au bout de quelques minutes, il y a un problème. La jument s'agite. Oui ma belle. Là, elle commence à se réveiller un peu plus tôt que prévu. Visiblement, la jument n'a plus vraiment envie de dormir. Elle bouge beaucoup et pourrait donner un dangereux coup de sabot à l'un des employés. Pantruche. Attention, attention, attention. Lâchez tout. Voilà. Mets-toi sur la tête. Tiens la tête. Sur la tête. Sur la tête. Okay. Voilà. Par contre, quand elle bouge ses pattes, tu appuies pas sur ses pattes parce que ça déclenche encore plus de coups. Si regarde, tu peux faire comme ça. Tenez bien la tête. C'est très bien, Anaïs. Tu es au bon endroit. Super. Les 7 personnes présentes dans la salle ne sont pas de trop pour contenir l'animal. Alors Norine presse ses trous. La tête, c'est plus important, c'est la tête. Et après, gêné. T'en as pour combien de temps, Gérard? C'est bon. C'est bon. Allez, on a fini. Ouais, c'est bien, Gérard. La manucure de Pantruche est terminée. Elle peut enfin se réveiller sereinement. C'est bien, ma belle. Très beau, très beau. Pour la calmer, Norine passe un peu de temps avec la jument. Salut, ma belle.
Tu as été très sage. Très bien. Chaque année en France, les parcs zoologiques attirent plus de 20 millions de visiteurs.